L'investisseur intelligent de Benjamin Graham aux éditions Valor. Éditeur. Lorsque l'on parle d'investissement boursier, il y a deux grandes écoles. Celle de l'analyse graphique, basée comme son nom l'indique sur les graphiques, et celle de l'analyse fondamentale, basée sur la valeur fondamentale des entreprises dans lesquelles on investit. Cet ouvrage est sans conteste la Bible de l'analyse fondamentale. Mais est-ce la méthode ultime? Peut-être que oui, peut-être que non. Cela dépend de vous. En effet, des personnes ont fait fortune dans la restauration, dans le bâtiment, dans l'immobilier, dans les nouvelles technologies, dans l'habillement en bourse. Et en bourse, certains ont fait fortune avec l'analyse graphique et d'autres avec l'analyse fondamentale. Il n'y a pas de bonne méthode, il y a la méthode qui vous convient. Et cet ouvrage vous permettra de voir si l'analyse fondamentale vous parle. Bonne écoute. Biographie de l'auteur. Benjamin Graham a beau être mort depuis un certain temps, il n'en demeure pas moins considéré encore aujourd'hui comme l'un des investisseurs les plus intelligents au monde. D'ailleurs, c'est le titre de son ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui, L'investisseur intelligent. Graham a beau avoir la nationalité américaine, il est né à Londres en 1894 et est mort à Aix-en-Provence en 1976. La liste de ses professions est longue. Entrepreneur, économiste, financier, investisseur, professeur d'université, auteur. Et ce n'est pas une profession, mais le fait est notable, il est également le mentor des plus grands investisseurs contemporains, au premier rang desquels Warren Buffett. Graham sort diplômé de Columbia et débute sa carrière dans un cabinet de courtage en bourse. Il s'y fait rapidement remarquer, grimpe les échelons et voit son salaire s'envoler à 500 000 $, une véritable fortune pour l'époque. Il décide ensuite de s'associer à Jerome Newman pour fonder son propre fonds d'investissement. Le succès est au rendez-vous. Le fonds d'investissement génère des rendements annuels moyens de 17% pendant pas moins de 30 ans. Le talent de Graham attire l'attention. Il est alors nommé professeur à la Columbia Business School. Il y enseigne l'investissement dans la valeur. Graham ne sort toutefois pas indemne du grand crash de 1929. Il y laisse une partie de sa fortune personnelle, mais parvient cependant à préserver son fonds d'investissement. En homme avisé, il tire les leçons de cette crise et perfectionne encore sa stratégie d'investissement basée sur l'investissement dans la valeur. Nouvelle reconnaissance de son savoir-faire, il est sollicité pour contribuer à la rédaction du Securities Exchange Act, une loi comptable qui porte sur les sociétés cotées. Nous sommes alors en 1933. Peu après, Graham décide de se lancer dans l'écriture. En 1934, il publie avec David Dodd un premier ouvrage intitulé Security Analysis qui remporte un vif succès. Il sera suivi en 1949 par L'investisseur intelligent, considéré par Warren Buffett comme le meilleur livre jamais écrit sur l'investissement. Buffett en signera d'ailleurs une préface alors que l'ouvrage fera l'objet de nombreuses rééditions. Graham et Dodd sont à l'origine d'une école de pensée sur l'investissement boursier, l'école Graham and Dodd. Elle recouvre les philosophies d'investissement fondées sur les notions de valeur et de marge de sécurité, des notions notamment expliquées dans l'ouvrage étudié dans ce numéro. Résumé du livre. Un livre de conseils pratiques pour investir en bourse. Tel est le sous-titre de l'investisseur intelligent. De fait, l'auteur délivre une sorte de mode d'emploi pour investisseurs désireux de se lancer sur les marchés actions et obligations. Il fait une distinction fondamentale entre l'investisseur prudent, défensif, bon père de famille et celui plus entreprenant. Toutefois, et c'est l'une des grandes leçons du livre, aucun positionnement stratégique ne justifie de se laisser aller à faire de la spéculation. Ce qui différencie l'investisseur entreprenant repose plutôt sur sa meilleure connaissance des mécanismes du marché, sur sa plus grande réactivité et sur une tolérance au risque plus élevée. Le livre dispose d'un fort biais américain, tant dans les exemples donnés que dans certaines analyses de lois, de fiscalité ou de présentation des acteurs du marché. Pour un investisseur français, ce sont des passages parfois hors sujet que nous avons pris le parti de ne pas présenter.
Et si cette version de l'investisseur intelligent a été publiée en 2012, le texte, lui, repose sur une analyse de marché et de contexte économique correspondant au début des années 1970. Cela est donc très différent de l'environnement économique et financier actuel. Néanmoins, et c'est bien ce qui fait le succès de cet ouvrage, les grands principes de Benjamin Graham fonctionnent dans tous les contextes de marché, et ce sont ces principes que doit connaître et suivre un investisseur en bourse. À la clé, il y a une méthode pour investir régulièrement sur des titres de qualité, quelle que soit justement la situation boursière. Investir n'est pas spéculer, ce que signifie être un investisseur prudent. Avant de développer ses conseils pour bien investir, Benjamin Graham tient à briser quelques idées reçues, souvent véhiculées chez les investisseurs, en particulier néophytes. Il faut ainsi garder en tête que même si un secteur économique affiche des perspectives de croissance qui semblent sûres, cela ne se traduira pas forcément par des profits sûrs pour l'investisseur. De même, il ne faut pas croire les prévisions que les experts affichent comme certaines, car aucun d'entre eux ne dispose d'outils de prédiction assez fiables pour repérer uniquement les meilleures entreprises dans les meilleurs secteurs. Ceci étant posé, il n'est bien sûr pas impossible de gagner de l'argent en investissant en bourse, bien au contraire. Il faut simplement garder en tête que le gain n'est pas certain, et sans adopter un comportement de spéculateur, comprendre qu'investir en bourse comporte une part de spéculation. Côté performance, l'auteur fait un autre avertissement. N'espérez pas faire mieux que la moyenne en vous limitant aux achats de nouvelles introductions en bourse ou aux opportunités présentées comme des moyens de faire des gains rapides. Si vous souhaitez limiter vos risques, que vous êtes un investisseur défensif, mieux vaut vous concentrer sur des titres de grandes entreprises aux finances saines. Vous pouvez également devenir ce que l'on appelle un investisseur passif et acquérir des parts de fonds de gestion collective de bonne qualité ou encore décider d'investir à intervalles réguliers, mois ou trimestres, la même somme d'argent. Cette méthode permet de lisser le risque et se nomme Dollar Cost Averaging. Et un investisseur entreprenant. Si vous êtes un investisseur agressif, prêt à prendre plus de risques, vous pouvez élargir vos horizons, mais cela nécessite des connaissances solides pour procéder à l'analyse des titres que vous envisagez d'acheter. Les investisseurs agressifs peuvent recourir à plusieurs types de stratégies. Investir dans le sens du marché, ce qui revient à acheter quand le marché monte et à vendre après qu'il se soit retourné. Privilégier la sélectivité à court terme, c'est-à-dire acheter un titre juste avant que l'entreprise n'annonce, supposément, de bonnes nouvelles, par exemple avant des annonces de résultats positifs. Privilégier la sélectivité à long terme. Ici, les performances passées des entreprises sont examinées et l'investisseur investit sur celles qui ont eu la meilleure croissance en estimant que la tendance va se poursuivre. Autant le dire tout de suite, aucune de ces stratégies ne satisfait l'auteur. Pour trouver du rendement, mieux vaut avoir des stratégies solides, éprouvées dans le temps et dans diverses conditions de marché, et surtout, éviter les théories en vogue dans les milieux professionnels. Disposer de quelques connaissances avant d'investir. L'inflation, un risque à prendre en compte, quel que soit le profil d'investisseur. Le contexte inflationniste était évidemment diamétralement opposé aujourd'hui à ce qu'il était à l'époque de la rédaction de cet ouvrage. Néanmoins, l'auteur livre quelques principes à connaître pour bien gérer votre portefeuille dans un contexte de tendance inflationniste. D'ailleurs, gardez à l'esprit que même si l'inflation est aujourd'hui très faible, notamment par rapport à d'autres périodes historiques, sa remontée, notamment aux États-Unis, fait partie des possibles scénarios économiques pour 2021. Voici ce qu'il faut en retenir. Plus l'investisseur est dépendant des revenus que lui procure son portefeuille qui se compose d'actions et d'obligations, plus il doit trouver de moyens de se protéger de l'inattendu. Une poussée inflationniste fait partie de ces risques. Dans un contexte de forte inflation, sachez que l'investissement sur des actions représente une meilleure protection que les actifs obligataires. Les obligations sont en effet très sensibles aux hausses de taux d'intérêt qui accompagnent souvent l'inflation. Faites des recherches.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Vous avez pris l'habitude de lire ou d'entendre cette phrase à chaque fois qu'il est question d'un placement financier. Certes, mais il n'en demeure pas moins qu'il est important de connaître l'histoire des cycles boursiers, d'étudier le comportement passé des marchés. Si vous avez le temps, il y a de quoi faire. Les statistiques boursières remontent jusqu'à 1871 aux États-Unis. Il existe des phases de baisse et des phases de hausse, et pour chacune, il faut comprendre l'évolution des relations entre les niveaux des cours de bourse, les niveaux des bénéfices des entreprises et des dividendes qu'elles distribuent. Avec une idée de ces niveaux, vous serez mieux à même de détecter les opportunités, mais aussi les anomalies. Méthodologie d'investissement pour un investisseur défensif. Avant de poursuivre, faisons une petite mise au point. Ce n'est pas parce que vous appartenez à un profil d'investisseur que vous êtes similaire à tous ceux qui s'y trouvent également. Chaque investisseur agit en fonction de son tempérament et est influencé par son expérience et par ce qu'il attend de ses placements. En revanche, ce n'est pas parce que vous avez un profil défensif, couramment appelé bon père de famille en français, que vous devez faire une croix sur des rendements satisfaisants. Pour paraphraser l'auteur, le niveau de rentabilité va plutôt dépendre de votre intelligence et de vos efforts que de votre appétence au risque. Résultat, c'est surtout l'investisseur passif qui peut s'attendre à une rentabilité moindre, en particulier par rapport à l'investisseur entreprenant. Action versus obligation, trouver la bonne allocation. Que devrait avoir en portefeuille un investisseur défensif ? Des actions et des obligations de première catégorie. Ce sont les mieux notés, les plus sûrs. La question ensuite est de savoir quelle part de son portefeuille il doit allouer à l'un et à l'autre. Première règle, aucune poche ne devrait représenter moins de 25%, ni plus de 75%. Un portefeuille qualifié d'équilibré sera à 50-50. Toutefois, certaines conditions de marché peuvent encourager à faire évoluer cette allocation. Ainsi, quand les cours sont à des niveaux attractifs après un long cycle baissier, il peut être intéressant d'augmenter son allocation en actions. En revanche, lorsque les valorisations deviennent très élevées, il peut être judicieux d'abaisser la part d'actions afin de se protéger d'un retournement de marché. Ça, c'est la théorie. Benjamin Graham souligne cependant à quel point il est difficile et surtout risqué de sortir d'une allocation équilibrée. En allouant plus de 50% de votre portefeuille à la poche action, vous augmentez votre risque. Ne vous engagez dans cette voie qu'à condition d'avoir une conviction très forte sur un titre et d'avoir les nerfs et les finances suffisamment solides face aux aléas du marché. Détenir une obligation, c'est percevoir des intérêts et un remboursement du capital selon des échéances fixées à l'avance. Les taux de rémunération des obligations varient en fonction de leur risque. Pour faire simple, plus l'entreprise est en bonne santé, solide, moins son obligation est rémunératrice. Inversement, plus vous cherchez des rendements obligataires élevés, plus vous prenez des risques, car les entreprises sont de moins bonne qualité. Un risque que déconseille de prendre Benjamin Graham. Il rappelle ainsi que pour les entreprises les plus fragiles, l'issue peut être un défaut pur et simple, c'est-à-dire un non-remboursement de l'emprunt. L'auteur attire également l'attention sur les actions préférentielles ordinaires. C'est une sorte de produit hybride entre les obligations et les actions. Il souligne ainsi deux défauts. Elles n'apportent pas la protection du créancier qui va avec les obligations, et elles ne permettent pas non plus de bénéficier des opportunités de profit à la même hauteur que les actions traditionnelles. Actions, les stratégies possibles. Les actions disposent de plusieurs avantages. Contrairement aux obligations, elles apportent une protection contre la dépréciation du pouvoir d'achat et présentent, historiquement, une rentabilité supérieure, notamment grâce au versement de dividendes supérieurs au coupon de l'obligataire. Mais attention, ces avantages ne valent qu'à condition de ne pas payer un prix trop élevé pour l'action. Néanmoins, même dans un marché où les valorisations semblent excessives, il faut conserver une part d'investissement sur ses actifs et ne pas positionner son portefeuille uniquement sur l'obligataire.
Voici donc les règles d'or de l'auteur pour déterminer la part d'action de votre portefeuille. Il faut diversifier, sans excès, et à compter de 10 à 30 lignes en portefeuille. Tous les titres sélectionnés doivent être ceux de grandes entreprises prééminentes et financés prudemment. Ils doivent aussi avoir un historique de paiement continu de dividendes. Et enfin, il est indispensable de fixer un prix d'achat maximum pour chaque titre. L'auteur propose une limite à 25 fois ses revenus moyens, en tout cas pas plus de 20 fois les revenus des 12 derniers mois. C'est une limite que l'auteur reconnaît être drastique, mais qu'il juge justifiée. Certes, cela écarte les valeurs dites de croissance, c'est-à-dire ayant un taux de croissance historique et prévisionnel des bénéfices bien plus élevé que le marché. Toutefois, elles sont généralement très chères, ce qui limite les possibilités de gain. Mieux vaut leur préférer des grandes entreprises délaissées par le marché, disponibles à des multiples attractifs et ayant donc un potentiel de gain important. Quant aux grandes entreprises prééminentes et financées prudemment, elles doivent répondre aux critères suivants. Leur actif net réévalué, c'est-à-dire après déduction des dettes, vaut au moins la moitié de la capitalisation boursière de l'entreprise. Elles ont une position relative de leader sur leur catégorie. La composition du portefeuille est ensuite revue de temps à autre, une fois par an au moins, dans l'idée d'en améliorer la qualité. Comme nous le disions précédemment, il est aussi possible d'adopter un plan d'investissement par mensualité constante, c'est-à-dire allouer chaque mois la même somme à son investissement. Il est cependant difficile d'avoir toujours le même montant disponible sur le long terme. Une fois en portefeuille, les risques encourus sur les actions sont un non-paiement des intérêts ou un non-remboursement du capital. Pour les obligations, c'est un non-paiement des dividendes. En revanche, l'auteur rappelle que les cours des actions fluctuent et que cela est normal. Méthodologie d'investissement pour un investisseur entreprenant. L'investisseur entreprenant a certes plus de marge de manœuvre que l'investisseur défensif. Toutefois, il ne doit pas céder à la tentation et se positionner sur des actifs peu intéressants ou trop risqués. Mieux vaut ainsi éviter les émissions nouvelles, les obligations convertibles et préférentielles, et les titres des entreprises dont les résultats sont prometteurs, mais non vérifiés sur le long terme. Benjamin Graham liste également 4 stratégies possibles, courantes, menées par les investisseurs agressifs. Mais attention, certaines sont trop complexes ou aléatoires pour s'avérer efficaces. Premièrement, acheter quand les marchés sont bas et vendre quand ils sont hauts. Deuxièmement, acheter des valeurs de croissance, même en pensant le faire avec attention. Troisièmement, acheter de bonnes occasions de nature diverse. Et quatrièmement, acheter des situations spéciales. Les choix de Graham pour l'investisseur entreprenant. Nous en avons déjà parlé, pour sortir des investissements traditionnels suivis par l'investisseur défensif, l'entreprenant peut privilégier les titres d'entreprises peu populaires. Cette perte de popularité s'avère en effet souvent temporaire, dès lors que l'on parle d'une grande entreprise, et celle-ci profite de plusieurs avantages de par sa taille. Elle a les ressources nécessaires pour renverser la situation, puis le marché réagira sans doute très positivement à toute amélioration de ses résultats. Autre stratégie possible, l'achat de bonnes occasions, c'est-à-dire d'actions qui vous semblent sous-cotées au regard de la valeur de l'entreprise. Pour qu'un tel achat se justifie, Graham estime que sa valeur calculée doit être au moins supérieure de 50% à son prix. Déterminer la valeur d'une entreprise n'est toutefois pas donné à tout le monde. Cela peut se faire par la méthode de l'expertise ou de l'estimation. C'est pourquoi l'investisseur entreprenant est celui qui a des connaissances boursières. Sachez toutefois qu'il existe 2 causes principales à la sous-estimation d'un titre. Elle peut venir de résultats courants décevants ou bien d'un désintérêt ou d'une impopularité prolongée. Toutefois, pour valider un achat, il faut que ces éléments soient contrebalancés par des indicateurs historiques positifs et que l'entreprise soit d'une taille suffisante pour avoir les reins solides. La voie médiane, le meilleur moyen d'être perdant. De très nombreux investisseurs louvoient entre 2 eaux et mélangent les stratégies d'investissement défensives et entreprenantes. Croire qu'il est ainsi possible de bénéficier du meilleur des 2 mondes est une grave erreur.
La plupart du temps, cela dégrade la performance. Choisissez votre profil et tenez-vous-y. Affrontez les fluctuations du marché. Au cours de votre vie d'investisseur, vous aurez à faire face à de forts mouvements du marché, d'où l'importance de ne pas payer vos titres trop cher. Cette méthode de pricing est au cœur de la philosophie d'investissement de l'auteur, qui y voit un moyen de préserver son rendement dans tous les environnements du marché. A l'inverse, il évite de jouer le timing du marché, méthode qui mène tout droit à la spéculation et non plus à faire de l'investissement. L'investisseur s'appliquera ainsi à éviter toute stratégie d'achat bas et revente haut. Méfiance aussi sur les stratégies populaires suivies par le plus grand nombre, car tout mouvement trop facile à effectuer ne pourra pas durer. Et l'auteur de citer Spinoza, « Toutes les choses excellentes sont aussi rares que difficiles ». Réviser son allocation. Puisque l'investisseur n'est pas dans une optique de spéculation, il ne s'inquiète pas des fluctuations quotidiennes ou mensuelles du marché. Il faut ainsi garder à l'esprit que meilleure est l'entreprise et plus son titre est soumis à des fluctuations. Cela ne veut pas dire qu'il n'agit jamais sur son portefeuille. Graham l'a déjà évoqué. Ce qu'il faut faire, c'est réviser la part d'actions et d'obligations de son portefeuille en fonction des évolutions du marché et du niveau de risque souhaité. Concernant les obligations, il faut savoir que les prix varient en fonction des évolutions des taux d'intérêt selon une relation inverse. Des titres chers correspondent à des taux bas et vice-versa. Il est encore plus compliqué, pour ne pas dire impossible, de faire des prévisions de prix sur les obligations que cela ne l'est sur les actions. Choisir les bons supports, les bons conseillers. Les fonds d'investissement. L'investisseur passif investit dans des parts de fonds. Les fonds mutuels ou ouverts proposent des parts remboursables à la demande selon la valeur du portefeuille à l'instant T. En revanche, les fonds fermés n'ont pas de parts remboursables et leur nombre de parts est fixe. Les fonds se répartissent en plusieurs catégories. Ils se distinguent selon leur allocation. Les fonds équilibrés ont au moins un tiers d'obligations aux côtés des actions. Les fonds actions sont quasi exclusivement positionnés sur ces actifs. Les fonds peuvent aussi varier en fonction des objectifs de la gestion et de ses méthodes de commercialisation et des frais pratiqués. L'auteur estime qu'un investisseur moyen qui aurait confié son argent à un fonds au cours de la décennie 1960 aurait eu un meilleur rendement qu'en faisant de l'investissement en direct. Le choix du fonds se fera ensuite en fonction des objectifs de chacun. Les conseillers. Si l'investisseur choisit de se faire conseiller, il a plus de chances de se limiter aux formes d'investissement communes. Pour pratiquer des investissements différents hors des sentiers battus, il devra être très précautionneux sur le choix de son conseil. Il peut ainsi se tourner vers les conseillers en investissement et les services de conseil des banques, les banques d'investissement en privilégiant les établissements de confiance avec une réputation bien établie. Il devra bien faire la différence entre un conseiller et une source d'information, telle qu'en publient les lettres d'information ou les conseils des maisons de courtage qui produisent les plus forts volumes de données. Ils peuvent pousser à la spéculation, car ils prélèvent des commissions lors du passage d'ordre sur les marchés. Sélection de titres. Comment savoir ce que vaut une entreprise si son cours est justifié? En faisant de l'analyse de titres. Sur l'obligataire, il faudra ainsi prendre en considération la taille de l'entreprise, le ratio capitalisation boursière, dette ou stock equity ratio, ainsi que la valeur des biens matériels. Sur les actions, mieux vaut privilégier les méthodes d'évaluation composite, jugées plus fiables que les estimations individuelles. Il faut savoir qu'il existe une série de facteurs qui influencent le taux de capitalisation. Les perspectives générales à long terme, le management, la situation financière et la structure du capital, les dividendes, les taux courants de distribution des dividendes. Pour les valeurs de croissance, l'auteur propose la formule suivante. La valeur estimée est égale au bénéfice courant multiplié par 8 fois et demi plus 2 fois le taux de croissance annuel estimé. Si l'analyse de secteur est souvent mise en avant afin de dresser un panorama du secteur,
L'auteur estime en revanche qu'il n'est pas nécessaire de lui accorder trop d'importance. Des critères phares. Pour résumer, rien de mieux que de citer l'auteur. La comptabilité d'une entreprise est souvent une affaire délicate et l'analyse de titres peut devenir bien complexe. Le mieux pour la majorité des investisseurs serait de s'assurer de payer leurs titres à bon compte et de s'en tenir là. Ainsi, un investisseur défensif prendra soin de se concentrer sur des titres obligataires de première catégorie et sur une liste diversifiée d'actions de premier plan, l'objectif étant de ne pas acheter ces titres trop chers. Ces titres doivent répondre à une série de critères qualitatifs et quantitatifs. À la fois la taille de l'entreprise, une situation financière forte, des bénéfices stables, des dividendes continus depuis 20 ans, une hausse du bénéfice par action d'un tiers minimum au cours des 10 dernières années, un cours qui ne représente pas plus de 15 fois les bénéfices moyens des 3 dernières années, et un ratio modéré des cours sur actifs. Ces critères ont un objectif très important pour Graham, permettre de préserver une marge de sécurité qui n'existe plus si une part trop importante du prix du titre dépend de la capacité à maintenir un taux de progression élevé des résultats. L'investisseur entreprenant, lorsqu'il investit sur des titres de seconde catégorie, plus risqués, doit aussi s'assurer des points suivants. Les niveaux de l'actif circulant et de dette. Aucune perte au cours des 5 dernières années, l'existence de dividendes courants et enfin la progression des résultats. Le côté entreprenant de l'auteur ne va pas jusqu'à investir sur des warrants, envers lesquels il se montre très méfiant. Se protéger. La marge de sécurité est au cœur de la stratégie de Graham et doit protéger l'investisseur des fluctuations du marché en l'obligeant à ne pas acheter un titre trop cher. Pour les obligations, elle est calculée en comparant la valeur totale de l'entreprise et le montant de son endettement. Pour les actions, elle repose sur l'idée de dégager une capacité bénéficiaire très supérieure au taux courant de rémunération des obligations. Cette marge de sécurité est ce qui assure de demeurer dans le camp de l'investisseur et de ne pas passer dans celui du spéculateur. Conclusion. L'investisseur intelligent est un livre à la fois très simple et très ardu. Il parvient à présenter de grands principes d'investissement facilement appréhendables par le lecteur, également faciles à mettre en place pour peu que celui-ci se destine à être un investisseur défensif. Cependant, les démonstrations s'accompagnent également d'exemples et de détails de calcul qui rendent la lecture parfois complexe. Benjamin Graham a fondé bon nombre de principes qui ont fait la richesse de grands investisseurs et demeure à ce jour l'un des grands maîtres de son domaine. On aurait aimé avoir une actualisation de sa part, bien impossible car il n'est plus de ce monde, afin de savoir comment il intègre les composantes spécifiques des marchés actuels, comme l'environnement persistant de taux bas, le poids croissant des marchés émergents et surtout la montée en puissance des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'analyse des titres. Les 3 points clés. Investir n'est pas spéculer, et ce, même si l'on est un investisseur entreprenant. Investir, c'est chercher du rendement tout en conservant une marge de sécurité indispensable face aux fluctuations des marchés. Identifiez votre profil d'investisseur. Est-il passif, défensif, entreprenant? Et suivez la méthode d'investissement qui lui correspond, sans les mélanger entre elles, car cela serait contre-productif. Ayez également un investissement équilibré entre les obligations et les actions. En ce qui concerne les actions, concentrez-vous sur les entreprises de grande taille, financièrement solides, versant des dividendes, mais dont le cours n'est pas trop élevé. Ce que je peux en retirer pour améliorer ma vie. À la suite de ce résumé, quelle est la méthode d'investissement qui me convient le mieux? Est-ce que je possède un portefeuille d'investissement équilibré? Quelle est mon appétence au risque? À quel point est-ce que mes investissements affectent mon moral?